Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle interview où je reçois Andy de la chaîne Santé Carnivore. Bonjour Andy. Bonjour Louise. Eh bien, bienvenue à toi. Ce que je te disais en off, c'est que l'histoire de ma vie, c'est qu'en général, mes invités sont reçus quelques jours avant de venir chez moi sur d'autres chaînes. Donc, c'est ce qui est arrivé pour toi. Tu as été reçu chez Raphaël de la chaîne Raf Carnivore. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien en barre de description vers l'interview de Andy chez Raphaël, si vous ne l'avez toujours pas vu. Je vous mettrai aussi le lien vers la chaîne d'Andy Santé Carnivore et son Instagram, mais je crois que tu n'es pas hyper actif sur l'Instagram pour le moment. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de choses. Oui, ben je suis pas très actif sur Instagram. En effet, normalement, je fais juste republier certains posts que je mets sur ma page Facebook. Je suis surtout actif sur YouTube, Facebook et un peu Twitter également. Non, Instagram, j'ai eu plusieurs problèmes aussi avec Instagram, donc on dirait qu'Instagram m'aime pas. Non, je suis pas très fan d'Instagram en général. Ok, bon bah du coup sur la chaîne de Raphaël, tu as rappelé plus ou moins ton histoire, comment tu étais arrivé sur le régime carnivore et tes problématiques de santé. Il y a aussi d'ailleurs sur ta chaîne une vidéo qui s'appelle Mon histoire. Donc je vous invite à aller regarder ces deux vidéos pour connaître un petit peu plus le parcours d'Andy. Donc maintenant, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien nous dire comment ça s'est passé pour toi, quelle vie professionnelle tu avais avant le carnivore et qu'est-ce que l'alimentation carnivore t'a donné comme envie de changement professionnel, etc., de faire cette chaîne, de créer ton site, etc. Est-ce que tu peux développer sur le sujet? Oui, bien sûr. Dans le fond, je suis de carrière développeur multimédia, développeur web, mais j'ai toujours su que c'était pas ça que je voulais faire réellement de ma vie, même si j'ai fait ça pendant au moins une quinzaine d'années. Au début, je suis retourné aux études entre-temps. Et puis, à la fin de mes études, ben, je suis retourné refaire la même chose que je faisais avant, que j'étais plus ou moins heureux à faire. Mais ça allait pendant un certain bout de temps parce que j'avais des bons collègues, je travaillais sur des bons projets, j'étais dans un bon contexte qui faisait que je me plaisais beaucoup. Quand la pandémie est arrivée, on s'est mis en télétravail. Ça, c'est super, le télétravail, j'ai absolument rien contre ça. Mais il y a le contexte d'équipe a changé beaucoup, les projets ont changé beaucoup, euh, les défis ont changé beaucoup. Et puis, j'étais de moins en moins heureux dans mon travail, ce qui fait que j'ai changé d'employeur, j'ai décidé d'essayer autre chose, de changer un petit peu de domaine. Mais encore là, ben, j'ai toujours su que c'était pas vraiment ce que je voulais faire à long terme. Je savais pas réellement ce que je voulais faire à long terme précisément, mais j'ai toujours senti que j'avais envie d'avoir une vocation qui serait plus utile à la société, qui serait plus utile aux gens. Mes parties préférées dans mon travail, c'était justement quand j'interagissais avec les gens, quand j'aidais des personnes. Donc, je savais que je voulais retrouver ça dans mon futur emploi ou quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, c'est ma conjointe qui est tombée sur une formation de Keto Adapted qui offrait une triple certification carnivore, cétogène et jeûne protéiné. Euh, et puis, quand j'ai vu ça, ça m'a donné un coup, ça m'a vraiment donné un coup de motivation parce que euh, je me suis rendu compte que
j'ai accroché mon fil, je me suis rendu compte que c'était possible d'être coach là-dedans. Alors que pour moi, j'avais tout de suite bloqué cette avenue-là parce que au Québec, c'est la même chose en France. La nutrition, la diététique, c'est le monopole d'une élite, d'un organisme de l'ordre des nutritionnistes au Québec et ils sont très fermés à un régime carnivore et cétogène aussi, sont très orientés vers le guide alimentaire canadien, ce dont je ne suis pas du tout d'accord, que je n'applique pas du tout. D'ailleurs, je suis carnivore et je n'ai jamais été en aussi meilleure santé de toute ma vie. Donc, pour moi, c'est impossible que j'aille dans cette direction-là. J'ai une vision qui est trop contradictoire, trop avant-gardiste par rapport à où ils sont rendus. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait une formation qui existait par rapport au régime carnivore et cétogène, ben là, j'ai dit, ah, OK, ben il y a peut-être moyen de le faire, puis de d'aider les gens sur l'alimentation sans être un nutritionniste, sans faire partie d'un ordre. Donc, j'ai suivi la formation en continuant à travailler comme développeur. Puis éventuellement, ben, j'ai décidé de lancer l'entreprise Santé Carnivore. J'ai pas attendu d'avoir une clientèle établie ou quoi que ce soit pour lancer l'entreprise. J'ai vraiment décidé de lancer la chaîne entreprise parce que je sais que c'est important de le faire, parce que je sais que c'est important pour moi, mais aussi pour les gens. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles par rapport au régime carnivore en français. Il y en a énormément en anglais déjà, mais c'est ça de pouvoir servir la population francophone québécoise ou en France, je pense que c'est vraiment important. Je pense que les gens ont vraiment besoin qu'on leur ouvre les yeux là-dessus. Je sais qu'en France, Alexis m'en parlait, là, c'est très peu populaire, le régime carnivore. Puis il pensait qu'au Québec, c'était peut-être un peu plus avancé parce qu'on est plus proche des États-Unis. Mais je trouve pas vraiment que c'est le cas. J'ai jamais rencontré quelqu'un en vrai qui était carnivore déjà, tu sais, que ça a été une coïncidence que c'est un carnivore. J'ai un ancien collègue que j'ai su par après qui a fait le régime carnivore pour régler certains problèmes. J'ai croisé des gens virtuellement, mais en réalité, de ma famille, des amis ou quoi que ce soit, non, il n'y en a pas. Je suis vraiment le mouton noir dans mon entourage. Euh, à l'excepter de ma conjointe qui a déjà fait le régime carnivore pour m'accompagner. Mais sinon, c'est très, très peu connu. Quand je parle du régime carnivore au Québec, les gens sont intrigués, on m'intrigue avec des gros yeux, il y a toutes sortes de réactions. Soit que les gens sont très, très intrigués, puis ils veulent comprendre comment je fais pour vivre sans manger aucune vitamine, parce que c'est connu que dans la viande, c'est juste des protéines. Les gens se demandent comment je fais pour survivre sans avoir le scorbut ou quoi que ce soit. Sinon, Mais c'est vrai oui. qu'on arrive tous un petit peu avec cette idée-là. Tu le disais d'ailleurs dans l'interview de Raphaël, que au départ, tu ne pensais pas toi-même que la viande contenait autant de micronutriments. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. C'est vraiment quand tu commences à t'y intéresser que tu t'aperçois que bah, il y a tout dans la viande, enfin dans la viande rouge. Oui, exact. C'est vraiment impressionnant quand on prend le temps de regarder, de comparer les nutriments par rapport à d'autres aliments qu'on juge qui sont sains. J'en ai justement fait une vidéo sur comparer le bœuf versus les pois chiches, les amandes et le kale, trois aliments que auparavant je pensais que c'était extraordinairement sain de manger ça. Et puis, on compare les nutriments, les micronutriments, tout ça, puis
mais voyons donc comment ça se fait que c'est pas plus connu comme connaissance que le bœuf contient déjà tout ce qu'on a de besoin. Euh, c'est vraiment renversant. Moi, c'est quand j'ai appris le fait que tous les nutriments sont dans la viande rouge en particulier. Ça n'a pas été long que j'ai décidé de faire le régime carnivore. C'est ça qui m'a convaincu. Euh, Ça m'a vraiment jeté à terre. J'étais vraiment impressionné. J'étais déjà conscient qu'il y avait des toxines, des antinutriments dans les légumes. J'avais lu auparavant le livre The Plant Paradox de Dr. Gundry, qui est très intéressant, qui date un peu. Je pense que c'est sorti en 2014, mais c'est très intéressant, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, mais par contre, il dit que les plantes sont toxiques, mais quand même, il dit manger des plantes. Donc, c'est bizarre. Oui, Dr. Gundry, il se contredit un peu, là, surtout sur son podcast sur YouTube, là, qui dit que la viande rouge peut causer le cancer, entre autres. J'ai un peu discuté avec sa position. Là. Je trouve que sa position sur son explication sur le sujet, elle est très tirée par les cheveux. Elle n'est pas réellement approuvée. Puis il y a d'autres docteurs qui viennent expliquer en quoi c'est tiré par les cheveux et qui viennent le contredire et que je respecte beaucoup. Donc, ouais, son livre est très, très bien, de Plant Paradox. Je le recommanderais pour ceux qui veulent comprendre un peu plus sur les toxines et les antinutriments qu'on retrouve dans les végétaux. Je pense que c'est une bonne base pour s'aligner vers un régime carnivore, mais c'est sûr que c'est plus de la curiosité parce que c'est pas un guide pratique non plus pour être carnivore. Eh bien, justement, j'en profite pour faire une annonce. Carla Tussi, que j'ai interviewé, que Quentin, plus précisément, a interviewé hier sur la chaîne, va sortir un guide des antinutriments qui sera en format numérique cette semaine ou la semaine prochaine. De toute façon, il y aura le lien sur le groupe Facebook Carnivore France, mais je pense que pour le coup, ça sera vraiment très, ça sera très exhaustif et très intéressant à consulter, quoi, et à proposer aux personnes qui s'interrogent justement sur la toxicité des plantes. Oui, exact. J'ai écouté l'entrevue. Carla, en fait, je ne l'ai pas écouté encore au complet, mais en bonne partie, c'est vraiment impressionnant ce par quoi elle est toute passée avant de se rendre à un régime carnivore. Vraiment beaucoup de difficultés. Moi, mon parcours n'est pas aussi impressionnant que le sien, là. Mais c'est vraiment impressionnant ce qu'elle a vécu. Puis oui, effectivement, je pense que c'est bien d'avoir des œuvres qui aident à comprendre pourquoi on se rend à un régime carnivore, autant que des guides pratiques, mais aussi tout le côté toxines et tout ça. Parce que le régime carnivore, c'est un régime ancestral, c'est une façon de se guérir, de se soigner. Il y en a qui vont utiliser ça pour perdre du poids, mais c'est surtout une façon de s'alimenter qui est le plus proche possible de nos entrailles, de nos ancêtres. Mais il ne faut pas se cacher non plus qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça de façon stricte tout le temps. Et puis d'avoir une conscience de quelles toxines, quels antinutriments sont dans quelle plante, quoi éviter, quelle quantité éviter, tout ça. Ben, ça peut permettre des gens d'avoir des régimes à base d'animaux, mais d'ajouter un petit peu de variété au niveau des plantes. Moi-même, mes enfants ne sont pas 100% carnivores, là, sont plutôt cétovores en quelque sorte. Là. Oui, c'est ce que tu disais dans l'interview de Raphaël aussi, que les enfants, des fois, demandaient quelques accompagnements. Donc, j'ai un bruit dans mon micro, j'ai l'impression. Et du coup, ça m'est sorti ce que je voulais dire. Oui, et du coup, comment les personnes qui te contactent, du coup, comment te trouvent-elles? Si tu dis qu'il y a une communauté carnivore vraiment
pratiquement inexistante au Québec. Est-ce que c'est plutôt des Français? Est-ce que c'est plutôt des Québécois qui se sont renseignés chez les Américains et qui préfèrent avoir un interlocuteur francophone? Comment ça se passe pour toi? Principalement des Québécois, en fait, qui m'approchent pour de l'aide, de l'accompagnement. Mais sur YouTube, mon auditoire, j'ai environ 50% qui est de France. Donc, je suis très écouté en France, mais j'ai pas eu vraiment de clientèle de France. Les gens, ben, généralement, il y en a quand même pas mal qui me trouvent directement à travers le site internet santécarnivore.com. Beaucoup de gens qui vont rechercher dans Google les bienfaits sur le régime carnivore, que c'est des gens qui ont été déjà exposés à cette information-là, qui vont rechercher sur Google, ils tombent sur mon site internet, et puis c'est de là qu'on m'approche. Donc, généralement, j'ai pas vraiment de clients qui partent de zéro, qui ont jamais entendu parler du régime carnivore ou quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. J'ai fait du réseautage. Je suis allé dans des groupes qui sont plus grand public, là, qui ne sont pas des groupes de gens qui s'intéressent à l'alimentation ou quoi que ce soit. Puis, j'ai beaucoup de réactions, j'ai beaucoup d'interactions super agréables et amusantes, mais c'est pas eux qui m'amènent une clientèle pour le moment. Convaincre quelqu'un qui est sur une alimentation standard, qui a les croyances de base du guide alimentaire canadien, de le convaincre de partir de là puis se rendre à un régime carnivore, c'est quand même très difficile. Faut qu'il y ait plusieurs événements marquants dans leur vie. Faut qu'ils arrivent à un certain point que ils ont essayé plusieurs choses d'eux-mêmes, que ça fonctionne pas, qu'ils se sentent abandonnés par le système de santé ou par les nutritionnistes qui voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Beaucoup de gens, ça va passer même par une alimentation végétalienne avant de se rendre à carnivore parce que c'est tellement dans les croyances populaires que les végétaux sont bons pour la santé qu'ils vont se dire, ils vont mettre le problème sur la viande. Et puis souvent, ils vont avoir des bons résultats également à court terme parce que euh, je dis souvent, c'est plutôt rare qu'on va voir quelqu'un manger un gros bol de salade avec des pois chiches et qui va accompagner ça d'une grosse boisson gazeuse et d'un à côté Oui, de frites. donc, donc, généralement, quand ces gens s'intéressent là, qui s'intéressent au végétalisme, ça va venir avec des choix plus larges, plus conscients de qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Donc, quelqu'un qui fait un régime vegan, ben, ça veut pas dire qu'il mangera plus de frites jamais, là, mais c'est quelqu'un qui va quand même faire attention d'éviter ce genre de produits ultra transformés oui, c'est dans la ça. bouffe. Ils se sentent mieux de manière transitoire. Enfin, moi, je l'ai vécu. Hein, j'ai été pendant 5 ans végétalienne. Et au début, on supprime certaines, comme tu disais, les aliments ultra transformés. Donc, cette alimentation néfaste, morte qu'on supprime, forcément, c'est surtout ça qui nous fait du bien, plutôt que ces énormes saladiers de salade qu'on s'envoie et ces nutriments, ces plantes qui sont très riches en antinutriments, justement. Mais du coup, toi, j'ai l'impression que tu proposes quand même une approche, on va dire, progressive du carnivore. Ce que j'ai compris, c'est que tu vas pas non plus proposer à quelqu'un forcément de passer directement en carnivore. Tu préfères qu'il y aille par palier en gardant quelques végétaux, les moins riches en antinutriments, de manière à ce qu'il expérimente un succès et qu'il échoue pas au bout de 2 mois parce que ça sera trop strict. Oui, exact, mais encore là, ça va dépendre de l'objectif et des antécédents de la personne ou même de sa personnalité aussi, parce que euh, euh, que- que-
quelqu'un que son objectif, c'est simplement de perdre du poids, par exemple, euh, l'important, surtout, ça va être de réussir à maintenir l'alimentation carnivore, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas stricte. Si la personne n'a pas vraiment d'autres problèmes de santé, si elle peut réussir à maintenir son régime carnivore, de garder ça constant dans le temps et qu'elle intègre certaines épices ou son café, son thé, etc. Moi, je préfère ça. Et puis, elle va sentir les bienfaits d'un régime carnivore sur un moyen terme, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, rendu là, quand qu'elle voit qu'elle a une bonne progression, que le régime carnivore, ça va bien, on réévalue ensemble, OK, est-ce que tu veux y aller plus strict? Parce que moi, c'est sûr que je pense que toute personne a intérêt à faire de l'expérimentation par soi-même, de l'essayer, d'être plus strict. C'est intéressant pour la personne de voir, OK, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits, d'autres choses qui peut être apportées par cette alimentation-là. Et ensuite, c'est, ça coûte pas grand-chose, c'est juste du temps où est-ce qu'on consomme une alimentation plus stricte. Là. C'est pas, ça gâche pas une vie, là. C'est pas de la perte de temps non plus, mais oui, on perd un peu de temps entre guillemets. Mais donc, de faire cette expérience-là, ben, je pense que c'est intéressant. Moi-même, j'ai une alimentation carnivore assez stricte, puis ça m'arrive d'expérimenter autour. Et quand j'expérimente, ben, je le vois que ça m'affecte. C'est pour ça que j'incite les gens à l'essayer, à essayer d'être plus strict. Mais je préfère que la personne, elle réussisse à le faire, que ça la décourage pas trop. Versus, par contre, quelqu'un qui va avoir des problèmes plus pointus, quelqu'un qui a des problèmes auto-immunes, par exemple, qu'elle veut faire un régime carnivore pour régler ces problèmes-là, ben là, je vais l'encourager plutôt à l'inverse, d'y aller au plus strict au début. Peut-être pas aussi strict que le régime du lion, là. Je pense que dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire, mais d'aller à un régime carnivore strict. Et puis, une fois que ces problèmes sont résolus, ben là, si elle le souhaite, elle peut réintégrer euh, d'autres aliments selon son besoin. Mais encore là, c'est vraiment si elle le souhaite, parce que ça se peut qu'elle réintègre des épices, par exemple, et puis que ses problèmes auto-immunes reviennent. Là, à ce moment-là, ça voudrait dire que non, il vaut mieux que tu restes strict toute ta vie si pour toi, ta santé, c'est important. Donc, c'est plutôt cette approche-là. Je vais varier en fonction de la personnalité de la personne et de ses objectifs. La personnalité aussi, il y a des gens euh, qui sont comme ça, quand ils embarquent dans quelque chose, ils veulent embarquer à fond, là. Il n'y a Mhm. pas d'intermédiaire. Ça, c'est un peu mon cas. Moi, quand j'ai décidé de faire le régime carnivore, ça n'a pas été long. J'ai décidé ça, j'ai su, je pense, un vendredi ou un jeudi qu'il y avait tous les nutriments essentiels dans la viande rouge. Rendu à la fin de semaine, j'ai dit, ah, lundi ou mardi, je commence le régime carnivore. C'était la Saint-Valentin. Et puis, donc, ça s'est décidé en quelques heures ou quelques jours, en quelque sorte. Puis, j'ai décidé d'y aller euh, au plus strict, même si j'avais des rechutes. Euh, donc, donc, ça va vraiment dépendre de la personnalité. Donc, mon accompagnement est là aussi. Je vois avec la personne, on peut regarder les différents régimes carnivores ensemble. Mais souvent aussi, la personne, son idée est déjà faite en quelque sorte, là. Généralement, les gens qui viennent me voir ont déjà pris le temps de s'informer. Ils savent un peu c'est quoi tout ça, là.
Oui, il y a ça et tu vois, par exemple, pour revenir sur le café que tu as abordé, dans l'interview avec Raphaël, bah, moi, tu vois, j'ai supprimé le café il y a seulement à peine 3 mois et Raphaël, je crois qu'il est à 1 an de carnivore et il disait: «Bah, en fait, le café, il y a pas d'effet négatif, donc moi, je vois pas pourquoi je l'arrêterais» et moi, j'avais vraiment cette vision-là où déjà je trouvais que j'avais fait beaucoup de choses, mis en place énormément de choses par rapport à mon alimentation d'avant. Et mon café, pour moi, c'était, en plus, je voyais beaucoup d'Américains boire du café, donc il n'y avait pas de souci. Mais au bout d'un moment, bah, j'ai entendu, bah, tu vois, dans les Zooms Carnivore France, Jean-Christophe Ordonneau qui en parlait, bah, la richesse en oxalate du café, le fait que ce soit aussi un peu un perturbateur endocrinien et que ça élève le cortisol. Donc, c'est vrai que ça a commencé à m'intéresser. Et je me suis dit, bon, comme j'avais envie, moi, d'expérimenter la Lion Diet, le régime du lion, il fallait que je sois sans café. Donc, c'est comme ça que ça m'a motivée à arrêter le café. Mais quand même, avant, j'étais dans une sorte de déni que ça contenait vraiment énormément d'oxalate et que c'était quand même néfaste pour certaines personnes pour la glycémie. Voilà, donc je voulais savoir ce que tu en pensais de ça parce que tu n'as pas trop développé avec Raphaël. Ouais, ben, en fait, l'oxalate de mémoire, ça en contient, mais ça en contient pas énormément, je pense. Mais peut-être que je me trompe. Donc, pour moi, je pense pas que ce soit ça mon problème avec le café parce que ça m'est arrivé d'expérimenter avec le chocolat noir, par exemple, puis je vois pas vraiment trop de problème. Puis le chocolat noir, il contient quand même pas mal d'oxalate. Euh, Au niveau du cortisol, oui, ça se peut que ça fasse monter le cortisol, que ce soit ça qui m'affecte. Mais encore, je pense plus que c'est l'effet de la caféine sur le cerveau. Euh, Parce que là, dernièrement, j'ai essayé un peu plus avec du café décaféiné. Euh, Puis je sens que ça a vraiment l'impact sur moi est beaucoup moins pire. Ça m'affecte vraiment moins que le café. Mais d'un côté, je trouve que ça goûte moins bon. Et d'un autre côté, ben, j'ai pas l'effet agréable d'être un peu plus réveillé ou quoi que ce soit, même si j'ai pas vraiment besoin d'être réveillé depuis que je suis sur un régime carnivore. À part des occasions vraiment particulières où est-ce que j'aurais pas assez dormi parce que j'avais une fête ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment besoin de cette caféine-là, mais c'était quand même quelque chose d'agréable sur le coup. Donc, là, je consommais du café décaféiné, mais je voyais pas trop l'intérêt tant que ça. Il y a quand même un certain intérêt gustatif, c'était agréable, mais pour que mon café devienne agréable, je ne pouvais pas boire un café décaf noir comme je le faisais avec un café caféiné que je buvais noir avec absolument rien, puis que ça me satisfaisait. Donc, il y a ce côté-là, puis il y a le côté aussi que, à force de l'expérimenter avec le décaf sur plusieurs semaines, ça m'affecte vraiment pas autant que le café décaféiné, mais ça m'affecte quand même un petit peu. Je dirais peut-être euh, 90% moins que le café caféiné, mais je sens que je suis pas à mon 100% de bonheur que je peux être. Donc, j'ai décidé justement d'arrêter à nouveau le café décaféiné. Mais là, ça, c'est récent. Là, j'ai arrêté hier. Hier, j'en ai pas pris aujourd'hui. Puis, je pense que je vais retourner plus strict carnivore parce que vraiment, je le vois quand je suis très, très strict, c'est là que mon niveau d'énergie et de bonheur est vraiment à son sommet. Sinon, par rapport au café, il y a aussi que c'est un diurétique, puis ça fait Oui. perdre des électrolytes. Euh, Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent sur le régime carnivore. Les gens commencent le régime carnivore, ils perdent de l'eau à cause qu'ils ont moins d'insuline, moins de sucre et tout ça, ils perdent de l'eau.
l'eau s'en va, ils perdent des électrolytes. Si tu rajoutes en plus de ça du café, ben ça se peut que tu en perdes encore plus. Et puis le corps, c'est tellement une belle machine. Je pense que quand quelqu'un est en bonne santé, qui fait un régime carnivore à long terme, euh, le corps, généralement, je pense qu'il est capable de garder ses électrolytes sans qu'on ait besoin d'en rajouter ici et là, même si le contexte n'est pas fidèle à, à nos ancêtres. Mais le fait de venir rajouter du café là-dedans, ben, ça peut faire en sorte que certaines personnes manquent d'électrolytes puis qu'ils aient besoin d'en rajouter plus, de se supplémenter en magnésium particulièrement. Donc, c'est peut-être un côté justement que je me dis, je pense que ça serait mieux de le couper pour moi parce que c'est sûr que je vise, c'est sûr, à avoir du plaisir à manger et à boire mon petit quelque chose de chaud le matin. Mais, mais la santé, de sentir à son top, c'est tellement un grand plaisir, un grand bonheur de se sentir vraiment à son meilleur qu'il n'y a rien de comparable à ça. Puis les gens qui l'ont pas vécu d'un régime carnivore, je suis pas sûr qu'ils peuvent comprendre de quoi je parle quand je parle de vraiment se sentir à son top. C'est pratiquement le nirvana en quelque sorte, là. C'est ce que tu décrivais, ouais, tu disais que tu pouvais être très contemplatif, que tu pouvais ne rien faire et expérimenter le bonheur, alors que justement, le café chez beaucoup de personnes, comme le disait Raphaël, chez Bella de Steak and Butter Gal par exemple, ben, il lui manquait quelque chose, elle était plus heureuse avec le café, Raphaël aussi, alors que toi, ben, c'est presque le contraire, parce que tu as un petit bénéfice quand tu le bois et le plaisir gustatif de le boire, Mm. mais après, tu as une espèce de descente où il faut que tu récupères ensuite ton énergie initiale sans café. Donc toi, c'est quand même, tu as des effets pas super, quoi. Ouais, exact. Puis ça a été quand même assez long avant que je m'en rende compte parce que la petite descente, elle survient le lendemain, en fait. Mhm. C'est pas la journée même. Euh, donc, ouais, il y a ça. En même temps, je pense il y a, un peu comme tu l'as mentionné, il y a peut-être beaucoup de gens qui vivent un peu dans le déni, qui aiment tellement leur café qu'ils veulent pas voir les effets néfastes qui viennent avec ça. Dans le cas de Raphaël, ben, il a quand même essayé un mois. Je me serais attendu à ce qu'il voit quelque chose. Peut-être que c'est pas assez long, un mois. Steak and Butter Gal, ben, j'ai écouté souvent ses vidéos, mais au sujet du café, c'est pas quelque chose que je l'ai vraiment entendu parler. Euh, mais ouais, moi, c'est vraiment flagrant. Je dis, quand je suis strict que je bois pas de café, quoi que ce soit, euh, je l'ai expliqué à Raphaël, par défaut, je suis heureux que je sois en train de rien faire, je suis heureux, mais c'est pas parce que je suis heureux à rien faire que je fais rien nécessairement, là. Je suis pas végétatif non plus. Mais au contraire, je suis heureux à rien faire et ça m'amène à être moins paresseux, plus motivé à faire mes tâches quotidiennes, faire les tâches qui me plaisent moins. On dirait que je peux faire plus de ménage, par exemple, mettons, de nettoyer le plancher, faire la vaisselle, etc., faire les tâches quotidiennes à la maison. Euh, je les fais plus naturellement, sans que ce soit une corvée, sans devoir me dire, ah, aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse ça, puis là je vais le faire, puis là, c'est déplaisant. Non, c'est plus une attitude naturelle de je suis heureux, ah, il y a ça qu'il faut faire, ben je le fais, puis je le fais, puis dans ma tête, je suis bien, je suis heureux en le faisant. C'est vraiment un état d'être général qui est pratiquement permanent. Puis ça c'est sûr que je veux le retrouver le plus souvent possible. Donc,
je veux continuer à être strict. J'ai jamais essayé, par contre, d'être aussi strict que toi, de faire le régime du lion. Euh, je vais probablement l'essayer un jour. Ouais, ben en fait, il faut le sentir, hein. Moi, tu vois, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis en carnivore. Et l'année dernière, bah, j'aurais eu l'occasion de le faire parce que je connaissais des gens qui le faisaient et tout. Et en moi-même, je me disais, ah non, j'ai vraiment pas envie de ça, c'est trop strict. Et cette année, je l'ai fait. C'était le moment. Je l'ai fait pendant 5 semaines. Là, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Je pense que je reprendrai des cycles comme des cures parce que moi j'expérimente là en ce moment les oxalates dumping, relargage d'oxalates et c'est vraiment assez inconfortable. Je pense que c'est lié aussi à l'arrêt du café. Tu vois, comme j'avais toujours une petite quantité d'oxalate en circulation, bah, j'ai pas eu en 3 ans, j'ai eu aucun inconfort. Et là, j'avoue que c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, je pense que c'est bien comme une cure. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'idéal, moi, je pense que ce serait de commencer par ça, si les gens avaient on va dire la volonté. Et après, comme ça, on sait tout de suite en réintroduisant ce qui est problématique, si c'est les œufs, si c'est la volaille. Enfin, voilà quoi. Mais du coup, je voulais que tu développes aussi un autre point que tu as abordé chez Raphaël. Donc, c'est plutôt la composition de tes repas. Donc, on a compris que tu étais quand même plus sur du bœuf, mais que tes enfants aimaient la volaille. Donc, tu avais quand même un carnivore, du coup, assez diversifié. Mais comment tu approches ton carnivore? Est-ce que c'est une approche intuitive? Est-ce que tu as commencé par compter tes macros? Est-ce que tu fais attention à tes apports de gras? Voilà. Comment tu approches, comment tu abordes ça? C'est très, très intuitif. En fait, moi, je pense beaucoup que autant que possible, on doit être comme des animaux sauvages dans la nature ou comme nos ancêtres. Dans les deux cas, on compte pas de macros, on compte pas de calories. Donc, c'est très, très intuitif. C'est sûr que je vais parler des macros, du ratio gras-protéines avec les clients pour leur faire comprendre. C'est sûr que ce point-là, le ratio gras-protéines est très important à comprendre. Euh, mais éventuellement, l'objectif, c'est assez rapidement sur le moyen terme, il faut que ça devienne intuitif pour la personne parce que c'est pas une vie, c'est pas une façon de manger de toujours être en train de calculer en mon sens à moi. Donc, j'y vais vraiment selon la faim que j'ai. À chaque fois que je mange autant que j'en ai envie, autant que je peux, ouais, avec aucune contrainte. Euh, Vraiment, puis ça fonctionne pour garder un poids stable. Euh, le seul moment que je sens que je vais reprendre du poids, c'est parce que justement, je vais forcer, je vais manger au-delà de ma faim. Ça arrive parce que généralement, je pense qu'assez souvent, mon système voudrait que je mange juste un repas par jour. Puis comme le moment que je préfère le manger ou que j'ai le plus faim, c'est sur l'heure du dîner. Ça fait aussi sur l'heure à midi plutôt, ou le déjeuner pour les Français. C'est le moment sur lequel j'ai le plus faim et c'est là aussi que c'est après mon entraînement. Je trouve ça logique de manger après m'être entraîné. Quoi qu'encore, c'est pas tous les jours. Je m'entraîne pas si souvent que ça. Mais c'est là que j'ai le plus faim, c'est là que ça suit mon entraînement, c'est là que c'est logique pour moi de manger. Et là, le soir, ben, j'arrive avec mes enfants, c'est moi qui leur fais à manger et ben là, je veux manger avec eux. Donc là, je me force pour manger une deuxième fois, même si j'ai pas vraiment faim. Et c'est la seule façon pour moi de vraiment prendre du poids parce que sinon, si je mange vraiment à ma faim, puis ça veut pas dire de toujours manger un repas par jour, là. Souvent, la fin de semaine, peu importe, je vais manger 2 repas, mais je vais vraiment y aller plus à ma faim. Euh, Si je vais vraiment à ma faim, je mange autant que je veux, je prends pas de poids, ça reste stable. Je pense que
c'est logique. Je pense que c'est ce que les animaux font. Je pense que c'est ce que devaient faire nos ancêtres, hormis peut-être à l'automne avant l'hiver. Ça se peut que justement, ils devaient justement forcer la note parce qu'ils savaient que l'hiver s'en venait et qu'il fallait avoir une réserve quand même. Ils étaient quand même pourvus d'intelligence puis de sens d'anticipation, j'imagine. Il y avait un plus gros cerveau que nous, donc ils devaient le savoir. Euh, donc, c'est vraiment intuitif. Au niveau du ratio gras-protéines, c'est bien important de le comprendre, de le saisir, d'aller chercher des viandes qui sont grasses, puis s'ils sont pas assez grasses, ben, de rajouter du gras. Mais je pense que rapidement, à force de le faire, nos papilles gustatives nous l'indiquent si, par exemple, je l'ai expérimenté justement parce qu'il y a aussi toute qui est question du jeûne protéiné qui est une stratégie utilisée par les culturistes de baisser le niveau de gras, mais de maintenir les protéines pour perdre du poids, mais sans perdre de muscle. Mais sur des courtes périodes, là, à ne jamais faire sur des longues périodes parce que le gras est très, très important. Donc, je l'ai essayé pour voir ce que ça faisait. Moi, je n'avais pas vraiment de poids à perdre. C'était juste pour voir ce que ça faisait de manger de la viande maigre. Puis, quand on finit un steak qui est maigre, à un certain point, on le sent qu'il nous manque quelque chose. On n'est pas satisfait de la même Mmh. façon. Moi, je vais carrément avoir envie de manger du beurre. Si j'avais pas assez de gras dans mon assiette, je vais avoir envie de manger du beurre. Je vais avoir envie de manger des retailles de gras de bœuf que je garde dans mon frigo. Euh, Mon corps va me le dire. Donc, je pense que c'est certainement pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde à leur état présent parce qu'on a tellement été, euh, on a tellement déréglé notre sensation de satiété avec du sucre, avec des produits ultra transformés, que c'est quand même différent, c'est un contexte. Donc, c'est sûr que faire le régime carnivore, oui, il faut faire très attention à son ratio gras-protéines, mais éventuellement, je pense qu'il faut que ça redevienne naturel, puis que la personne puisse juste se fier à ses papilles gustatives. Puis je pense que c'est normal aussi que d'une journée à l'autre, ça varie, que qu'une journée, elle a un ratio gras-protéines qui va être plus élevé en protéines, puis une autre journée que ça va être plus élevé en gras. Je pense que c'est normal que ça varie selon la saison, pour les femmes, selon le cycle menstruel, entre autres, euh, selon qu'est-ce qu'on a fait durant la journée, l'activité physique de la journée, mais de la veille, de l'avant-veille également, de comment on a dormi. Je pense qu'il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, c'est cette variabilité-là que par des calculs, on peut pas la retrouver parce que, tu sais, on va être, OK, OK, il a un ratio 1 gramme de gras pour 1 gramme de protéines. OK, c'est ça, c'est ça. Si on y va comme ça, ben on va être très précis, on n'aura pas cette variabilité-là. Je pense que ça peut fonctionner, mais c'est pas nécessairement représentatif au quotidien de ce que le corps a réellement besoin. Puis ça, il y a juste le corps qui peut le dire qu'est-ce qu'il veut cette journée précise-là. Donc, le côté intuitif, je pense qu'il est très important. Oui, c'est très important, d'autant plus que, je sais pas, justement, tu vas me le dire, comment la qualité de la viande au Québec par rapport à peut-être en France ou les États-Unis, parce que les États-Unis, on voit très bien les entrecôtes, les ribeyes extrêmement gras, alors qu'en France, l'entrecôte est plutôt maigre, à part manger du plat de côte, c'est le morceau le plus dans le prolongement de la poitrine de bœuf, qui est vraiment le morceau le plus gras entre 30, parfois 40% de matière grasse, enfin 30% plutôt. Et, euh, et donc, parfois, si les gens regardent en début de diète, ils ont l'impression de manger suffisamment gras parce qu'ils vont lire que dans l'entrecôte ou dans tel morceau, il y a tant de lipides et tant de protéines, alors que chez leur boucher, elle aura été dégraissée, ça sera Mm. pas aussi gras qu'aux États-Unis, mais je sais pas si le Québec c'est la même approche que les États-Unis ou plutôt France. Je crois que ça ressemble peut-être plus aux États-Unis.
Je pense, là, je suis pas un expert sur le sujet, mais je pense que nos lois sont un petit peu plus strictes que là-bas au niveau, au niveau hygiène, hormones, vaccins, tout ça, je pense. Mais pas aussi strict qu'en Europe. Au niveau alimentaire, il y a beaucoup de choses comme des colorants artificiels qui sont légaux ici, qui sont pas légaux en Europe, par exemple. Donc ça, c'est pas sur la viande, mais ça, c'est une chose. Au niveau du gras, ça va être très variable d'une épicerie à l'autre, d'un boucher à l'autre. Puis même dans une même épicerie, moi j'aime beaucoup des steaks d'aloyo qu'on appelle des Mhm. T-bones. Euh, Puis même en l'achetant plusieurs fois au même endroit, des fois je vais avoir des pièces qui vont être belles, qui vont avoir suffisamment de gras. Et là, la fois d'après, ah, il y a peu de gras. J'imagine que le boucher en a enlevé plus. Ils doivent avoir plus qu'un boucher là-bas. Donc, même à une même épicerie, c'est variable. Faut se fier beaucoup à ses yeux, à ce qu'on voit. Je suis moi-même toujours en recherche d'un bon fournisseur de viande. J'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé les épiceries, j'ai essayé les grandes chaînes comme Costco. J'ai acheté un demi-bœuf à plusieurs reprises de différents endroits. J'ai essayé autant du bœuf nourri exclusivement à l'herbe que du bœuf nourri au grain. Et puis, j'ai toujours pas décidé vraiment comme c'est vraiment ce boucher-là ou cet éleveur-là qui me satisfait. Euh, Puis c'est hautement variable parce que c'est sûr que le moins cher, ça va être de courir après les spéciaux en épicerie. Puis je pense que c'est très possible de s'en sortir avec ça ou les spéciaux dans les grandes chaînes comme Costco. C'est vraiment possible de s'en sortir avec ça. C'est pas, je pense pas que c'est nécessaire d'acheter une viande qui est très dispendieuse, de grande qualité pour faire une alimentation carnivore. Je rejoins le docteur Ken Berry là-dessus. Là. Euh, Aller chercher la meilleure qualité que vous pouvez vous permettre. Fait que c'est ça que je dis. Moi-même, j'en ai mangé beaucoup là, du bœuf d'épicerie et ça va bien. C'est sûr que j'aspire à me trouver un bœuf de meilleure qualité, un bœuf nourri à l'herbe que je pourrais avoir de façon constante et tout. Euh, Ce qui fonctionne bien, c'est d'acheter un demi-bœuf. Malheureusement, quand on achète un demi-bœuf, il y a certains désavantages. L'éleveur, c'est pas la même personne que le boucher. L'éleveur, ben, il fait ses affaires d'une façon. Le boucher, je suis pas nécessairement en contact avec lui, donc je peux pas décider. Je veux que ça soit coupé de telle façon. Je veux pas que tu coupes le gras. Je veux ci, ça. Fais-moi pas moi, j'aime pas les grosses pièces de viande cuites en cuisson lente. Moi, je veux des steaks, c'est la cuisson lente. Je suis vraiment pas fan de ça. Donc, il y a ce désavantage-là. Quand j'achète un demi-bœuf, je suis pas en contact direct avec le boucher, donc je peux pas personnaliser à mon goût les coupes. Quand je vais chez le boucher, ben, ils peuvent en avoir du bœuf nourri à l'herbe, mais des fois, il ne peut pas me garantir que c'est 100% ou que c'est fini à l'herbe également. Le boucher, ben, c'est sûr que c'est plus dispendieux. Il n'y a pas vraiment le facteur économie d'acheter la moitié d'une bête au complet. Puis, il n'y a pas aussi l'avantage concurrentiel des épiceries. Donc, c'est ça. Ma tête là-dessus est pas toujours, pas totalement faite. Puis pour revenir au point aussi par rapport au poulet, au porc, ben moi j'aime beaucoup le porc, surtout du bacon, j'en mange souvent. J'aime également la longe de porc qui vient avec une belle couche de gras que je réussis à avoir assez constamment à l'épicerie. Euh, c'est sûr que si je vivais tout seul sans mes enfants et ma conjointe, qu'eux, ils aiment beaucoup le poulet, probablement que j'en mangerais vraiment pas souvent du poulet parce que j'ai plus le même plaisir à manger du poulet
qu'autrefois parce que justement, il y a tout ce côté intuitif-là que j'ai besoin de gras. Donc, quand je fais du poulet, ben, c'est sûr, il faut que je fasse une sauce. De ce temps-ci, je vais utiliser du pâté de foie que je fais, que je congèle et que j'utilise sur mon poulet. Mais ouais, les goûts changent en étant carnivore, puis on développe cet attrait-là pour le côté gras. Donc, c'est sûr que dans une semaine, oui, on mange beaucoup de bœuf, beaucoup de bœuf haché, entre autres, puisque mes enfants aiment ça. Puis c'est la partie du bœuf qui coûte le moins cher, évidemment, excepté peut-être les abats. Euh, puis ben, la fin de semaine, ben là, je me fais plaisir, puis je me fais toujours un bon steak de qualité variable. Mais du coup, il y a aussi la possibilité, alors en France, ça se fait. Je ne sais pas si chez toi, tu aurais la possibilité d'accéder à cette demande-là, mais quand tu parlais d'acheter un demi-bœuf et que toi, ce qui te gêne, c'est les morceaux à bouillir, à braiser, est-ce que tu pourrais pas lui demander justement de te hacher toutes ces viandes-là? Une fois qu'elles sont hachées, tu peux les cuire comme du haché et du coup, tu en auras forcément des plus ou moins grasses. Tu auras du plat de côte qui, moi, c'est une de mes viandes préférées parce que c'est la moins chère. Je la hache moi-même et je fais mon haché avec. Mais du coup, tu auras aussi du jarret ou du bourguignon qui seront plus maigres. Mais à ce moment-là, bah, tu peux rajouter du beurre et tout ça. Et du coup, ça te permet d'avoir ton demi-bœuf de qualité avec tes belles coupes. Et après, ben, tu as ton haché avec le reste que tu n'aurais pas utilisé vu que tu fais pas de braisé, quoi. En fait, c'est qu'un demi-bœuf, ça vient avec déjà énormément de bœuf haché. Là. Il y a D'accord. facilement la moitié du demi-bœuf que c'est Ah ouais, ok. du bœuf haché. Parce que j'en parlais un peu avec un boucher pas loin d'ici, c'est que souvent quand on achète un demi-bœuf, le boucher il va pas y aller au plus compliqué. Donc, toutes les viandes qui sont plus complexes, plus difficiles à découper en steak, ben, il va juste faire du bœuf haché avec ça. C'est sûr, c'est les pièces qui sont plus raides qu'ils vont utiliser pour faire le bœuf haché. Mais il y aurait probablement moyen de faire, là, je ne suis pas expert boucher non plus, mais il y aurait certainement moyen de faire le demi-bœuf puis de sortir beaucoup plus de steak et beaucoup moins de bœuf haché. Mais à un moment donné, c'est une question de temps, d'économie. Et comme je ne suis pas en contact direct avec le boucher, c'est plus difficile d'avoir ce niveau de personnalisation-là. Parce que c'est sûr, j'adore le bœuf haché. Avant d'être carnivore, c'était une autre histoire, mais maintenant, j'adore le bœuf haché. Je suis toujours très content de manger du bœuf haché. Mais c'est sûr que quand j'achète un demi-bœuf, ben, je sais, si je mange du bœuf une fois sur deux, il faut que ce soit du bœuf haché pour réussir à avoir toujours comme un peu de steak puis avoir une belle variété. Donc, c'est sûr que si ces gros morceaux-là, on les envoie en bœuf haché, ça ferait énormément de bœuf haché. Mhm. Ce que j'ai tendance à faire, il y a des morceaux comme le rôti, l'intérieur de ronde, je vais faire du bœuf séché, donc je le Ouais. tranche, je le fais sécher. Ça, c'est une bonne façon de le passer. J'en ai fait aussi avec de la palette de bœuf. Ça fonctionne quand même assez bien, quoique un peu plus raide, mais en le tranchant finement, ça le fait. C'est du travail, mais ça reste que sur un demi-bœuf, je vais peut-être avoir un quart qui va être des steaks, un quart qui va être des gros morceaux que je vais faire du bœuf séché. Puis après ça, j'ai la moitié du bœuf Haché. qui devient du bœuf haché. Donc, donc, ce qui fait que si on exclut le bœuf séché parce que c'est plus comme des collations ou quand on est en voyage ou quoi que ce soit, ben, ça fait qu'on a 2 tiers bœuf haché et un tiers de steak. Le ratio est quand même assez élevé. Je suis capable de le faire, je suis capable de le passer à travers avec mes enfants, mais c'est sûr que je préférais avoir un peu plus de steak quand même. Parce que c'est sûr que c'est ce qui est le plus plaisant pour moi à manger. Là. Il n'y a rien qui remplace un bon steak. Et puis ça va dépendre de l'éleveur. Il y a des éleveurs qui ils vont
donner des choix, une liste que, OK, tu choisis les morceaux que tu veux, puis les morceaux que tu veux pas, ben, ça se retrouve dans le Mhm. bœuf haché. Il y a d'autres éleveurs, ben, que c'est plutôt tout est déjà surgelé, puis c'est plutôt l'équivalent d'un demi-bœuf qu'ils vont te donner dans des boîtes, puis tout est déjà décidé d'avance, tout déjà préparé. Ils ont chacun leur modèle d'affaires. Oui. En Euh, France, c'est pareil, hein. donc, c'est ça. J'ai pas encore trouvé mon fournisseur par excellence du bœuf. Je suis toujours à la recherche de ça. Eh bien, maintenant, si tu veux bien, on va sortir un petit peu du cadre alimentaire. Et Oui, j'entendais que, donc, chez Raphaël, toujours que tu avais installé un bureau où tu es debout derrière. oui. Donc, je voulais savoir, dans ton mode de vie carnivore, est-ce que tu es attentif à t'exposer à la lumière naturelle? Alors, c'est intéressant aussi dans ton pays extrêmement froid en hiver, où il y a où les gens vivent beaucoup à l'intérieur. Bah, comment tu fais, toi, est-ce que tu es attentif à t'exposer à la lumière naturelle? Est-ce que tu fais attention aussi à la toxicité des lumières bleues, ton sommeil? Voilà, est-ce que tu as aménagé justement ton environnement pour être plus actif, moins sédentaire, moins assis? Voilà, je t'écoute. Oui, il y a toutes sortes de choses. Oui, je travaille sur un bureau assis debout, comme vous pouvez voir, je suis en train de le monter. Donc, ça fait longtemps que je travaille debout. À mon ancien travail, avant le télétravail, avant la pandémie, à un moment donné, je m'intéressais à ça, les bureaux assis debout. Ça faisait longtemps qu'on en parlait entre collègues, qu'on aimerait ça avoir un bureau comme ça, mais ça se faisait pas. Puis je comprends, là, c'est quand même assez dispendieux de changer un bureau qui fonctionne, qui va bien pour mettre un nouveau bureau. Puis à un moment donné, ben, j'avais eu l'idée, il y avait des boîtes en carton qui traînaient, qu'on avait, qui n'étaient pas utilisées. Et puis, j'ai, bricolé un gros environnement avec des boîtes en carton où est-ce que j'ai surélevé mon écran, mon ordinateur, mon clavier, ma souris. Et là, sur mon bureau, c'était un paquet de boîtes de carton, ce qui me permettait de travailler debout. Ben, du jour au lendemain, vu que j'avais fait toute cette configuration-là, j'avais pas le choix de travailler toujours debout. Je pouvais plus m'asseoir D'accord. du tout parce que c'était compliqué à monter, démonter. Donc, pendant presque un an, j'ai travaillé debout sur mes boîtes de carton jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon nouveau patron se tanne et dise, OK, on va changer ton bureau pour un bureau qui monte, qui descend, parce que c'était pas très élégant dans les bureaux. Donc, ça a commencé comme ça il y a plusieurs années. Et puis, quand la pandémie est arrivée, le télétravail, ben là, j'avais relâché un peu, j'avais plus ça chez moi, mais éventuellement, je me suis rééquipé de ça. Euh, Par rapport à la lumière, ben, je suis quand même chanceux. J'ai une bay window qu'on appelle au Québec, là, c'est une fenêtre qui fait, c'est trois fenêtres qui fait comme un espèce de U. Puis j'ai fabriqué le dessus de mon bureau moi-même. Je peux t'envoyer une photo éventuellement, peut-être l'ajouter dans le montage de la vidéo. Donc, j'ai fait mon bureau en forme de, c'est comme, c'est pas exactement un trapèze là, mais ça vient en quelque sorte se placer dans ces trois fenêtres-là. Ça vient poser la forme des trois fenêtres, ce qui fait que je vois dans cette direction-là, puis cette direction-là, je vois dehors. Donc, je m'expose, je vois toujours dehors quand je suis à mon bureau. C'est sûr que faut faire attention parce que les fenêtres, ça filtre Mhm. en partie les rayons UV. Donc, c'est pas représentatif exactement de la lumière du jour. Et les lunettes aussi également, les lunettes, la plupart, ils ont déjà des filtres UV. J'ai choisi une paire de lunettes qui ne filtrent pas à 100% les rayons UV, mais j'ai pas trouvé de lunettes, du moins à un prix abordable, qui ne filtrait pas du tout les rayons UV. Donc, oui, je fais attention à ça. J'essaie d'avoir une routine. Le matin, je fais déjeuner mes enfants, puis j'essaie de me trouver un petit 10 minutes où est-ce que je m'en vais marcher dehors. Quand je marche dehors, je vais enlever mes lunettes pour exposer mes yeux
à tout l'éventail des rayons du soleil. Euh, je peux pas dire que je vois vraiment une différence sur mon sommeil. J'ai pas non plus de gadget pour mesurer la qualité de mon sommeil non plus, mais je le fais quand même parce que je pense que c'est important de le faire, puis c'est bien de marcher de toute façon, surtout le matin. Je pense que c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Ceci dit, je le fais pas tout le temps. Je suis pas parfait. Je suis pas assez assidu. Il faudrait que je le fasse plus souvent, plus régulier. Également, j'essaie durant ma journée de travail vers 10 heures le matin de ressortir dehors, faire encore une petite marche. Encore une fois, si je sors, j'essaie d'enlever mes lunettes un petit peu, un certain temps pour exposer mes yeux à la lumière du soleil. Sinon, chez moi, j'ai la majorité de mes ampoules vont être des ampoules ça sera pas des ampoules rouges comme certains, là, mais c'est des Oui, ampoules qui sont assez jaunes, assez jaunâtres. Là. C'est du 2700K. Euh, donc, ça fait un éclairage qui est pas bleuté. Ah, je pense même que c'est 2200K. J'ai un petit doute, là. Ça doit dépendre de l'ampoule, mais c'est quand même assez jaune-orange. J'ai également des clips que je peux mettre sur mes lunettes pour venir cacher la lumière bleue. Mais ça, je les mets pas si souvent que ça. J'oublie fréquemment de les mettre. Euh, comme la plupart de la lumière est déjà assez jaune-orange chez nous, puis j'ai aussi des applications sur téléphone et ordinateur qui viennent aussi tamiser la lumière bleue. Les clips, je peux pas dire que je vois une différence sur mon sommeil quand je les mets ou quand je les mets pas non plus. Donc, ça explique aussi pourquoi que j'oublie régulièrement de les mettre. Mais j'aime ça les mettre quand même parce que je trouve ça relax. Juste le soir d'avoir ça, ça vient juste tout tamiser les lumières. De base aussi le soir, entre autres pour les enfants, je fais attention, j'essaie de pas, j'allume pas n'importe quelle lumière. Les lumières les plus fortes, je les garde fermées. J'ai beaucoup de gradateurs. Presque toutes les pièces ont des gradateurs chez nous. Je suis bien fan de ça, des gradateurs, de pouvoir contrôler, diminuer l'éclairage, avoir un éclairage d'ambiance plus relax pour le soir. Ça j'aime bien ça. Donc, au niveau lumière, je pense que ça fait le tour. Il y avait plusieurs questions dans ta question. Là. Il y avait alors, il y avait comment tu gères l'hiver aussi au Québec quand on est. Enfin, est-ce que tu vis beaucoup à l'intérieur ou est-ce que quand même tu fais l'effort de d'aller à l'extérieur? J'ai aucune idée de la température qu'il peut faire l'hiver. Et du coup, de la même manière que les lumières, est-ce que tu es attentif à t'exposer au froid ou tu t'expérimentes à t'exposer au froid de plus en plus depuis que tu es en carnivore? Oui, ben l'hiver, ouais, je suis très casanier l'hiver. Je suis vraiment pas un modèle là-dessus, je fais pas beaucoup de sport d'hiver malheureusement. Euh, je vais quand même continuer à faire ma routine le matin que je vais marcher. Il y a aussi ce que j'essaie de faire que je pense faire plus cet hiver. Euh, le midi, ben, je vais pas toujours manger le midi. Je prévois plus manger le midi quand je me suis entraîné et les jours que je m'entraîne pas, de pas manger le midi et d'aller prendre une longue marche. Ça, c'est dans mes objectifs de cet hiver de continuer à faire ça pour continuer à m'exposer à et dehors. Il faut que je sorte plus dehors l'hiver. L'été, c'est très facile de sortir dehors pour moi. Parce que l'hiver, oui, il y a certains jours qui vont faire régulièrement à -10, de temps en temps à -20 et plus rarement à -30. Euh, mais en fait, c'est pas tant le -30 qui me dérange, là, il suffit juste d'être plus habillé. Ce qui dérange, c'est plutôt ben, déjà de s'habiller, de prendre le temps
tout mettre, là, les plusieurs couches, tout ça, ça prend un certain temps. Puis de marcher dans la neige, tout ça. Marcher, c'est pas si mal, mais je suis juste pas un grand amateur de sport d'hiver, je dirais. Euh, Puis, ben, ça m'arrive quand même occasionnellement aussi d'aller en nature. On va faire de la raquette avec les enfants, par exemple. Il y a ça. De m'exposer au froid, oui, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois. C'est pas quelque chose que je fais de façon régulière. Euh, J'essaie que ce soit l'hiver ou le printemps, l'automne, l'été, c'est moins le cas, là, mais euh, quand je sors prendre ma marche le matin, j'essaie d'être pas surhabillé. Euh, je veux surtout l'automne en fait parce que je veux habituer mon corps à être exposé au froid pour que rendu à l'hiver, j'ai moins froid. Donc, j'essaie d'être habillé comme au minimum pour être correct. Puis le matin, c'est pas des longues marches que je fais. Donc, si je marche 10 minutes, même si j'ai un peu froid pendant 10 minutes, c'est pas si mal. Donc, j'essaie d'avoir d'être habillé au minimum. Sinon, j'ai déjà expérimenté avec des douches froides ou des bains froids. Euh, j'ai l'impression que quand je le fais pas souvent, le bain froid, euh, après ça, sur le coup d'avoir fait un bain froid, on sent quelque chose de spécial qui se passe en dedans du corps. Il y a comme un, un bien-être qui est là. Euh, mais quand je le fais plus souvent, on dirait que je perds cet effet-là. Donc, de le faire plus souvent, on dirait que ça me démotive de le faire. Fait que au final, je finis par le faire moins souvent. Et puis l'été, ben je le fais pas parce que l'eau est juste pas assez froide. Ça vaut pas tant Mhm. la peine pour le faire. Mais oui, je l'ai fait il y a 2 semaines, en fait, j'ai fait un bain froid. Je suis pas resté longtemps dedans parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait, justement. Et puis, je prévois le refaire. Je suis pas super informé sur tous les bienfaits que ça a de s'exposer au froid comme ça. Puis je suis pas nécessairement 100% convaincu non plus de le faire, mais je trouve ça quand même intéressant de le faire un peu par défi personnel, de rester dans le froid plus longtemps, de, je dis souvent à mon fils, c'est important de faire des choses difficiles dans la vie. Souvent, on l'a trop facile. Donc, de faire ce genre de choses-là, ben, c'est une façon de faire des petits défis, des petites choses difficiles dans la vie qui, je pense, permet d'apprécier encore plus les moments de bonheur, les moments de bien-être, de zénitude. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Mhm. J'ai bien Bien. répondu à la question. Ah, tu as très bien. Il n'y avait pas de bonne réponse, hein. On en est tous à des. En fait, j'aime bien dire que chaque voyage carnivore est unique et il y a des moments où on va plus s'intéresser à l'alimentation, à d'autres moments à d'autres leviers si on a d'autres problématiques ou qu'on a envie d'améliorer certaines choses. Voilà, toi, t'as pas de problématique de sommeil, donc moi non plus, j'avais pas l'impression d'avoir de problématique de sommeil particulière. Par contre, à la différence de toi, alors moi, j'ai commencé par les clips et maintenant, j'ai investi dans celle-là, donc c'est jaune, mais après, j'ai le clip orange qui se fixe et le clip rouge. Et c'est vrai que autant quand j'ai que le clip orange, bon voilà, mais dès que je mets le clip rouge, un quart d'heure plus tard, je dors. Et Ah ouais. ah oui, c'est instantané. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Donc, je vois vraiment qu'il y a un impact sur mon sommeil. Tu vois, par exemple, moi, je me couche plutôt tôt, mais si je rentre tard, que exceptionnellement j'ai veillé ou quoi, je mets tout de suite mes lunettes, mes filtres rouges, et je sais que comme ça va me conditionner très rapidement à l'endormissement. Mais là, c'est pareil, tu vois, moi, je me suis intéressée à ça au mois de mai 2024, je crois, avril ou mai. Et avant ça, je m'y étais jamais intéressée. L'exposition au froid, eh bien, en 2021, quand j'ai commencé le régime carnivore, je m'étais mise à prendre des douches froides. Et puis après, ben, j'avais vu sur certains contenus
que ça n'avait pas vraiment d'intérêt, qu'il fallait avoir les clavicules immergées pour que ça vraiment ait des effets bénéfiques. Et bon, moi, j'avais pas de baignoire, donc je me suis dit, j'ai arrêté, j'ai laissé tomber les douches froides. Et là, je me réintéresse à la question parce que je vais déménager prochainement et j'ai installé spécialement une baignoire pour pouvoir essayer d'expérimenter ça, peut-être remonter la température corporelle, augmenter le métabolisme, j'en sais rien. En tout cas, comme toi, je suis pas spécialement convaincue vu que j'ai pas encore vu aucun effet sur moi, mais je suis curieuse d'expérimenter. Donc, tu as très bien répondu par rapport à ton expérience des choses. Et pour moi, j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Mais si tu veux ajouter un dernier conseil, une dernière pensée inspirante pour nos auditeurs, je te laisse la parole. Ouf, la commande est grosse. Pour terminer sur les bains froids, qu'il y ait des bienfaits ou pas, c'est quand même une expérience intéressante à faire. Donc, c'est sûr, je vais continuer à expérimenter avec ça. Puis, j'aimerais ça peut-être être mieux installé dans une future maison pour faire ça de façon plus régulière possible. Mais c'est vraiment intéressant quand même à faire, l'effet que ça a. Puis le défi de rester, le défi mental de rester dans le froid le plus longtemps possible parce que c'est quand même une certaine douleur qu'on ressent partout dans le corps. Et oui, quand je le fais, je suis immergé jusqu'au niveau du cou. Euh, donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Sinon, une petite pensée pour les auditoires, une dernière piste de réflexion. Oh, ouf, ça c'est. J'ai pas vraiment pensé euh, à ça. Non, j'ai rien qui me vient vraiment en tête. Je dirais Si tu veux, je t'aide. Révolutionne ta santé avec le régime carnivore. Ouais, vraiment, je pense que tu as déjà un auditoire qui doit être assez carnivore, merci. Mais j'encourage les gens à expérimenter beaucoup, que ce soit dans le régime carnivore lui-même, mais même en dehors du régime carnivore. C'est correct de se confronter, d'aller voir c'est quoi les limites de qu'est-ce qu'on est capable de consommer, pas consommer. Puis si vraiment il y a des gens qui sont très curieux, qui ont de la difficulté à maintenir leur régime aussi, des fois, ça peut être juste d'aller chercher quelques petits autres aliments qui réussissent à bien tolérer. Il y a des livres comme, moi j'ai beaucoup aimé Eat Like a Human du docteur Bill Chindler, qui est vraiment un anthropologue qui a voyagé à travers le monde, qui est allé redécouvrir les façons ancestrales de traiter les végétaux pour les rendre plus comestibles. C'est quelque chose qui est super intéressant, même pour les carnivores. Ça parle également de viande aussi dans le projet. Lui-même, il n'est pas carnivore, mais il a clairement une alimentation très élevé en animaux, en produits animaliers. Et puis, il traite, euh, il traite beaucoup ses végétaux pour les détoxifier. Donc, ça parle beaucoup de ça dans son livre. C'est super intéressant. Puis, je trouve ça intéressant parce que mes enfants sont pas carnivores, sont cétogènes, avec quand même beaucoup de viande. Et puis, il y a quand même des choses là-dedans que j'expérimente, pas pour moi, mais pour mes enfants, dont d'ailleurs, je suis en train d'expérimenter. J'essaie de faire des pommes entières fermentées Mhm. pour qu'il y ait moins de sucre dans les pommes, puis leur permettre de manger des pommes sans me sentir coupable de leur donner autant de sucre. Donc, c'est quelque chose que j'expérimente. Puis, c'est ça, c'est vraiment un livre que je recommanderais. Puis, sinon, le livre d'Alexis, Comprendre l'alimentation carnivore cétogène, que je suis sûr que tu as déjà parlé sur ta chaîne aussi, qui est un livre très intéressant.
Oui, oui, je l'ai invité, je l'ai moi-même acheté le livre et j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas encore en leur possession à le découvrir. En tout cas, merci beaucoup Andy de m'avoir consacré ce temps et j'ai hâte de découvrir la prochaine vidéo, les 14 erreurs du carnivore. Ta dernière vidéo était vraiment top. Je me les mets à chaque fois dans mes vidéos à regarder plus tard. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas la chaîne d'Andy, je vous invite bien sûr à vous abonner. Comme je vous ai dit en début de vidéo, tous les liens seront en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir Andy, on se retrouve quelques minutes en off et à très bientôt. Merci Loïse.